Donc, après lui, c'est son fils, qu'on appelle Baba. Baba, fils de Younous, ou bien Baba, fils de Malam Mena Kade. Après Baba, c'est un de ses fils qui va prendre, qu'on appelle Tanimoun Babami. Il faut remarquer que Tanimoun Babami, ça veut dire Tanimoun, fils de Baba. Comme je l'ai dit, Dunama Dibalami, Dunama, fils de Dibali. Donc c'est à peu près la même chose, c'est pour vous dire que c'était la même culture. Donc, quand Tanimoun Babami a pris, il a régné une dizaine d'années. Ensuite, ce sont ses enfants qui vont lui succéder. Assafa, qui était chef jusqu'en 1782, malheureusement, il est mort dans un combat au cours d'une bataille, une incursion des Imakitan qui était venu pour piller. Donc, c'est au cours de ce combat qu'il est décédé. Il est remplacé par Agaza, qui est son successeur. Ensuite, un autre qu'on appelle Malam, Babou Saba, et ainsi de suite, jusqu'à Siliman Nchintuma. C'est Siliman Nchintuma qui va, pour la première fois, ramener la capitale à Zender. Zender qui était une ville fondée par un chasseur. Donc, c'est Siliman Nchintuma qui va ramener la capitale à Zender. Et de là, l'histoire va continuer jusqu'à Amadou Tanimoun Kourandaga. Mais avant Amadou Tanimoun Kourandaga, il y a un fils de Siliman Nchintuma, ou Suleiman, comme vous voulez, d'Nchintuma, qui s'appelait aussi Siliman, ou Zoub de Jini, mais qui était un chef puissant, qui a mené beaucoup de conquêtes. Ensuite, il y avait Tanimoun Siliman. Lui aussi, c'est le gars où, à l'époque, le Damagaram était capable de mobiliser 6000 fantassins avec des fusils. Les fusils à répétition, bien sûr, ce n'est pas des fusils qui font rafale comme aujourd'hui, mais des fusils à répétition, 6000. Il peut mobiliser 70 canons. C'est les canons que la mission Jolan-Ménier avait pillé à Zender. Puisque quand ils avaient trouvé ça, ils avaient pillé. C'est une technologie que les Nigériens avaient. 70 canons. En guise de soutien au sultan du Bornou, il lui avait donné près de 200 fusils et 20 canons. Pour vous dire, le Niger n'est pas rien. Ça continue comme ça. Si vous venez au Katsina, avant d'être Katsina, il y a plus de 4000 ans, c'était Kassar Mazoumi. On appelait ça Kassar Mazoumi. Plus de 4000 ans. Oui. C'est un peuple qui a vécu. Et c'est ce même peuple-là qui est parti donner un pharaon. En Égypte, les Mazoumi. C'est la déformation qui fait qu'on dit ah non, c'est des païens. Mais qui n'était pas païen? Ouais. Tout le monde était païen, puisqu'il n'y avait pas d'autre religion. L'islam, c'est quand c'est 622, non, qu'on a commencé à comptabiliser. Ceux qui existaient là il y a 4000 ans, qu'est-ce qu'ils font? Ouais, bien sûr. C'est ça. Donc, les Mazoumi ont occupé cette zone. Après, avec métissage, ils ont donné naissance à un groupe qu'on appelle les Dourbawa, où actuellement il y a un Dourbi à la cour de Maradi. Il y a un Dourbi. Les Dourbawa ont fait leur temps à travers plusieurs dynasties. Il y a les Koumayo, il y a les Ramba, il y a les Batretre, il y a les Koro, Jirnata et Yankadari. Ensuite, la dernière dynastie de Dourbawa, c'était Sanou ou bien Jabdayaki. Et c'est avec lui que maintenant, Mohamed Kouraou, qui est un Wangara, a pris le pouvoir en 1368. Et c'est ça qui a donné le Katsina aujourd'hui, qu'on a Katsina là. C'est avec Mohamed Kouraou, 1368, que Katsina est né. Et on pense que Katsina, c'est le nom de Katsé, c'est lui qui a fait le fort pour fortifier la capitale Katsina. Katsina, ce n'est pas Maradi. Hein.
C'est Katsina qui est resté aujourd'hui au Nigeria. Au Nigeria. Oui, mais c'était la capitale qui est restée au Nigeria. Tout le reste est au Niger. Vous prenez de Katsina jusqu'au Damergou. C'était le Katsina. Donc, voilà comment le Katsina aussi a évolué. Bon, il y a plusieurs chefs, je ne peux pas m'étendre. Vous avez le Gobir. Le Gobir a connu une autre évolution. Le Gobir, les premiers, je ne parle pas des Gobir actuellement, les Gobirawa, non, je parle de la souche noire. Il y a plus de 3000 ans, elle était dans l'Aïr. C'était le Abzin. Leur capitale, Tinchaman. C'est pourquoi on l'appelait la région Chimankol. C'est Tinchaman leur capitale. C'est entre Aoudras et Agadez. Donc, ils étaient là-bas il y a plus de 3000 ans. La souche, je parle de la souche, je ne parle pas des apports. Par la suite, il y a eu des mouvements. Il y a les Giptawa ou les Gipti qui sont venus d'Égypte. Il y a un autre peuple qui est venu également de plus loin. Mais bon, comme en Afrique, on veut toujours se référer à l'Arabie Saoudite. Je ne rentre pas dans ces détails, je reste pragmatique. Donc il y a un troisième groupe qui est venu avec Tawa, si vous entendez Tawa. Voilà. Et quand ils étaient rentrés, ils se sont installés à Rafim Bilma. C'est là, qui connaît Bilma? Il y a la vallée de Bilma, il y a la hauteur de Bilma où il y a le sphinx à Simundur. Si vous partez là-bas, vous voulez voir le même sphinx que vous voyez en Égypte. Là. Il y a ça là-bas à Simundur. Donc c'est là-bas qu'elle s'est installée. Après, elles ont progressé vers le Abzin. À l'époque, les Assodés étaient déjà une ville. Assodé, multimillénaire, Assodé. Assodé a cessé d'exister, d'avoir toute influence en 1741. Ça, c'est l'histoire. Donc, nous sommes un peuple ancien. Oui. Les Gobirawa, quand ils étaient venus, ils étaient à Chimankol, dans la région, et à Tinchama, leur capitale, j'ai dit entre Aoudres et Agadez. Ils ont quitté. Avec Tawa, ils étaient venus à Birne-Lalé, dans le Kornaka. Birne-Lalé, là, qu'on dit, c'est pas là le Héné. Birne-Lalé, c'est la cité de la félicité. Birne-Lalé, comme vous avez un étranger, vous lui dites Lalé, voilà, c'est ça le sens. C'est pas Lalé où les gens disent Birne-Lalé, qui attache le Héné à l'époque. Donc, c'est ça, la cité de la félicité. Et Tawa est décédé là-bas. Jusqu'ici, il y a un village qu'on appelle Kushewa. La tombe de Tawa est toujours là. Elle est décédée là-bas. Donc, c'est ça le Gobir. Quand ils étaient arrivés, au Bornou d'abord, ils ont fait 250 ans. Ils sont arrivés dans l'Aïr, ils ont fait 250 ans. Ils sont arrivés une première fois à Ouarnaka Birni-Lalé, ils ont fait 80 ans. Ensuite, ils sont repartis à Chimankol pour la même capitale Tinchaman, où ils ont fait 250 ans. Et c'est quand ils sont revenus, ils se sont installés définitivement dans cette zone, à partir de laquelle ils ont commencé à rayonner le Gobir pour aller vers l'intérieur du Nigeria aujourd'hui. Le Zamfara, ensuite l'Ader, ensuite le Kwani et le Dendi, le Kébi. C'est ça l'histoire du Gobir également. Donc, c'est pas... On n'est pas venu du néant. Nous avons un passé glorieux. Et vous partez à Kwani. Kwani, c'est toujours la même migration de la souche Gobra. Le premier chef, il s'appelle Wari. Wari, c'est le fils de Manto. Manto, c'est le frère de Tawa, la reine dont j'ai parlé de Gobir. Manto, c'est son frère. C'est le fils de Manto qui s'appelle Wari. C'est lui le premier chef de Kwani. Après lui, plusieurs siècles, parce que les gens disent qu'il y a plus de 300 qui lui ont succédé, et que ceux qu'on a retenus, puisque la mémoire, les gens n'écrivaient pas souvent, et on a retenu Abdelkader qui était resté à Nadaber. Nadaber est un village à 20 km nord-est de Kwani. Nadaber. Le village, je crois, existe toujours. Donc Abdelkader, après Abdelkader, il y a Bana, après Bana, il y a Maman Damka, ainsi de suite, Alou, Bouzou.
jusqu'à Koro, ainsi de suite. Koro qui est mort en 1791. Bon, jusqu'à le dernier Mohamed qui a fait face à la mission Voulé-Chanoine. Voilà. Donc c'est ça le Koni. Vous partez, vous avez la Rewa. Il faut que je dise, pour que les Nigériens comprennent, on n'est pas rien, on ne vient pas du rien. Il y a la Rewa. La Rewa, avant d'être la Rewa, c'était le Azana. Mais là également, les gens ont une mauvaise compréhension des choses. C'était le peuple Azana. C'était un peuple qui nous englobait tous, les Azana. Nous avons rayonné dans le Abzin, nous avons rayonné dans ce qui est aujourd'hui le Kébi, nous avons rayonné dans ce qui est aujourd'hui le Zamfara, où ils avaient même leur capitale, Koutourou qu'on appelait. Nous avions rayonné dans cette partie-là qui est aujourd'hui l'Arewa. Nous avons rayonné jusqu'à aller dans le Kourfaï. C'était les Azana. Les Azana vivaient jusqu'à l'arrivée de l'enfant qu'on appelait le prince Harry, le fils de l'autre Kulumbu, n'est-ce pas? Harry. C'est lui qui est venu, il était envoyé messager pour Gao, l'Empire Songhai. C'est ça. Donc, certains pensent que c'est vers 1500, d'autres pensent que c'est un peu plus tôt. Mais l'un dans l'autre, il va s'arrêter à Bagaji, où il va marier une fille de Bagaji. Et il aura un enfant qui va porter le nom de Akazama, parce qu'il va le laisser là-bas. Akazama, lui aussi, quand il va grandir, il va aller chercher son père au Bornou. Quand il va arriver, Ari était mort, mais son grand-père Kulumbu était vivant. Donc le grand-père lui a dit, bon, tu seras désormais le représentant du Bornou là où tu es. À Kazamala. C'est là où il est le premier chef, si on peut le dire, oui, de ceux qui va être le groupe Arewa qui ont porté les cicatrices. Avant, il n'y avait pas de cicatrices parce que c'était des Azana. En tout cas, pas les deux balafres qui quittent la commissure de la bouche jusqu'aux oreilles. Ça n'existait pas. Ça, les premiers, c'était avec Akazama. Donc, et c'est là où le peuple maouri a pris son naissance et formé un royaume puissant qui a rayonné avec des chefs. Akazama, il va se marier à Mantou. Mantou, c'est une fille de Bagaji. Il va se déplacer pour aller à Toulou. Il va s'installer à Toulou. Ils auront un enfant, Salma. C'est Salma qui aura plusieurs enfants, dont Kada, Koli et Gagara, et qui vont être aussi des chefs dans la chronologie, sauf Gagara qui va quitter parce qu'il a eu des démêlés avec son grand frère Kada. Il va quitter pour aller s'installer dans un village Kourfayawa qu'on appelait Nasarawa. Je ne sais pas si Nasarawa existe ou non, mais c'est là-bas que Gagara va partir. C'était un village qui était occupé par des Azana Kourfayawa. Après eux, d'autres vont suivre, tels que les Mainasara, les Al-Barka, les Mohammed, les Bachouachoua, il y a l'autre Baboloma, Baboloma qui est connu. Ensuite, il y a Barba. Ensuite, il y a Kabrin, et tous les autres, Tamo. Ensuite, Debokoy. C'est la succession pour vous dire que ce n'est pas rien. On descend. L'Ader. L'Ader n'était pas l'Ader. Le premier nom, c'est un peuple ancien, Azana. C'était le Darey. C'était le Darey jusqu'à 1674, où Agabba, le fils de Mohamed Al-Mubarak, lui-même fils de Youssouf, va venir conquérir le Darey. Il y a eu tout un enchaînement d'événements qui vont conduire, puisque avant, ce que je n'ai pas dit, que ce soit le Darey, que ce soit le Abzin,
payer l'impôt au Kébi. Kébi. Abzin là, on quitte le Abzin avec du sable, de l'eau, pour amener comme impôt à Kébi. C'est ça. Au Kanta de Kébi. Donc, il y a eu une succession d'événements qui ont fait qu'en 1674, après 3 tentatives conduites par Abbasi, qui devait occuper le Darey, il a échoué. Agaba a demandé à son papa, Mohamed Al-Moubarak, la permission d'aller lui-même conquérir le Darey. Et c'est là où il est venu en 1674. Il a battu le Serkin Darey à Tessek, il l'a tué. Le Serkin Kébi, le Kanta, Suleiman il s'appelle, qui était venu à renfort, a été battu au moment de la traversée d'une rivière qu'on appelle la mare de Koido. Il s'est noyé. C'est là où on a donné le nom maintenant à Ader, le nom Ader. Sinon, avant, c'était Darey. Et c'est à partir de 1674 où la capitale sera installée, Birni Ader, entre Gorom et Tarwada. C'est non loin de Tamaské. C'est là où on va placer la première capitale de l'Ader, avec Agaba comme premier Serkin Ader. Après lui, c'est son fils Damo, Mohamedou Damo, qui va lui succéder. Après Mohamedou Damo, c'est le frère de Mohamedou Damo qu'on appelle Baba, qui va lui succéder. Et ensuite, le fils même de Mohamedou Damo, Al-Mustafa, qui va succéder. Ensuite, ainsi de suite. Jusqu'à l'éclatement avec Yacouba, qui va transférer pour la première fois la capitale à Ilela. Il est là. Oui, Ilela là d'aujourd'hui. C'est Yacoub qui va transférer la capitale à Ilela. C'était ce qu'on appelait le Folokom. Le Ader là était divisé en 3. Il y a le Folokom, il y a l'Ader d'Outi et il y a l'Ader oriental. Le Folokom, c'est quand vous prenez de Mogor jusqu'à Kwani. Ça, on appelait ça le Folokom. Ensuite, l'Ader d'Outi, c'est entre Tamaské à Tawa. Cette bande-là, c'est l'Ader d'Outi. Ensuite, l'Ader oriental, c'est là où vous avez Bouza et Eta. Et à la tête de chaque compartiment, c'est un, comment on appelle, Lisawan. Puisque lui, quand il venait, Mohamed, l'autre Agaba, il est venu avec des Lisawan. Donc, c'est ça l'Ader. Avant d'être l'Ader, c'était le Darey. Et là également, c'était des royaumes puissants. Ensuite, vous descendez à Dosso, même si c'est un peu plus récent. Mais c'est également la même chose. Dosso, c'est la suite de la grande migration qui a quitté Dirma entre Tombouctou et Djéné, qui est venue à Gao dans les années 1490. Gao avec Adjersé, parce que Sambo, son père, n'a pas atteint Gao. Il est décédé à Tilibamba. Mais le conducteur de la migration de Dirma entre Tombouctou et Djéné s'appelait Alpha Oumarou. Après lui, c'était Ibrahim. Après Ibrahim, c'est Tougagou qui lui a succédé. Après Tougagou, il y avait un autre qu'on appelait Djarmalé. Ensuite Dawale. Ensuite Sambo. Sambo, c'est lui le père de Adjersé, Sambo qui va décéder à Tilibamba, et Adjersé qui va conduire la migration jusqu'à Gao, où ils étaient même considérés comme des corps d'armée de l'armée de Askia. Quand il attaquait le Borgou, il y avait un corps d'armée germain avec eux. Quand il partait en 1515 pour envahir Agadez, rappeler Agadez, puisque Agadez était déjà le Abzin dans leur souveraineté, comme Agadez était sous la coupe du Bornou. Donc, quand il partait, il avait également un corps zarma. Donc, c'est ça le Niger. Mali Bero n'est pas né à Adramboukan. Quand les gens disent que c'est lui qui a levé une sorte de Daba, non, lui il est né à Saptaka. Saptaka, c'est ici entre Lanzuru et
ce qui est devenu aujourd'hui le Zarmaganda, puisque à l'époque le Zarmaganda n'existait pas. Donc c'est là-bas qu'il va naître, Saptaka, Mali Bero. Son père s'appelle Mane, il a un surnom Ramou, il a un frère qu'on appelle Molomboti. C'est le fils de Tatou. Tatou même c'est le fils de Adjersé. Adjersé c'est lui qui a conduit leur mouvement jusqu'à Gao, au décès de leur papa, Sambo, et qui va conduire encore la migration jusqu'à la sortie de Korkandi. Et maintenant, c'est Adjersé qui va être jusqu'à qu'on appelle une ville qu'on appelle Douskoudji. À partir de Douskoudji, c'est Tatou, le fils, qui va prendre la migration jusqu'à Adramboukan. Voilà la migration. À partir de Adramboukan, Molomboti, le frère de Mané, ils vont tous naître à Adramboukan. Dodia, c'est un peu à hauteur entre le mouvement et la mare, qui est toujours là. Et c'est là-bas ils vont naître. Mané va quitter pour venir à Saptaka. Mani. Et c'est lui qui va donner, on l'appelait aussi Ramou, c'est lui qui va donner naissance à Mali Gamandouguza. Et Mali Gamandouguza sera le père de Boukar Colombi ou Boukar Lolo Bouki. C'est lui, le fils de Mali Gamandouguza. Donc c'est ça, Dosso, la suite. Le Songoï, pour boucler la boucle. Le Songoï. Le Songoï, les gens refusent leur passé. Le Songoï n'est pas né là où il est aujourd'hui. C'est-à-dire le Songoï en amont, vers, c'est pas Tilaberi jusqu'à Gao. Non. Avant le Songoï, le mot Songoï même, c'est en 1510 qu'on a commencé à utiliser le mot Songoï. Avec qui? Vous entendez Tariq Al-Fetta. Tariq Al-Fetta, c'est Mohamed Kati, celui qui va utiliser le mot Songoï pour la première fois. Comme l'Aïr d'ailleurs. L'Aïr, c'est en 1526 avec Léon l'Africain, de son vrai nom, Hassan Al-Wazan. C'était un Marocain. C'est le père de la diplomatie, Hassan Al-Wazan. Il revenait du pèlerinage, il a fait ses études en théologie, il partait en pèlerinage. Au retour, il a été pris en otage par les chevaliers de Saint-Jean. Un certain Pedro di Bobadilla. Pedro di Bobadilla. Bobadilla, c'est une ville espagnole. Il va prendre en otage Hassan Al-Wazan et il va prendre le nom de son maître parce qu'ils vont l'offrir au pape Léon de Médicis. Et lui, il va être Léon l'Africain. Mais c'est au pape Léon de Médicis qu'on va le donner en captif. C'est lui Hassan Al-Wazan et c'est lui, Léon l'Africain, c'est lui le père de la diplomatie. Il a tourné dans tous les pays du monde lors des grands événements. Allez-y, mettez Hassan Al-Wazan ou Léon l'Africain et vous verrez sa biographie. C'est ça. Donc c'est lui qui va mettre Aïhir pour la première fois, sinon c'était le Abzin en 1526, puisqu'il était venu jusqu'au Abzin, Léon l'Africain. Donc, le Songoï a ses origines entre notre Dandi origine d'aujourd'hui, là, Dandi là vers Gaïa, jusqu'au Kébi, jusqu'au Zamfara, jusqu'au Sokoto. Tout ça là, c'était le Kébi ancien, de l'origine même des premiers Tchanga. L'histoire là, il faut être fier de son passé. On rapproche le Songoï à un Lamta venu du Yémen. Quel Yémen? Le Songoï, 664, pour ceux qui le délimitent le plus tôt. 690. Mais avant 690, là, où était le Songoï? Le Songoï était là, dans le Kébi aujourd'hui, entre le Dandi Niger et le Kébi du Nigeria. C'était là-bas la souche du Songoï. Et pour preuve, Soni Alibert, l'un des plus grands chefs reconnus, il est né où? À Biro. Biro qui va être après rebaptisé Walata. C'est de l'autre côté de Gaïa, à l'intérieur de ce qui est aujourd'hui le Bénin. Il va quitter Farou. Ce n'est pas lui qui va quitter, sa maman. Parce qu'ils se sont mutinés contre le roi de l'époque. Il les a matés et ils ont fui
ils se sont réfugiés à Biro, qui va être Walata. C'est là-bas que Soni Alibert va naître. Les gens pensent que c'est dans les années 1420 comme ça. Il va naître là-bas, il va être un bon guerrier et il va retourner à Farou, puisque la capitale était à Farou. Il va retourner à Farou et s'enrôler dans l'armée royale. Quand il va être mûr, il va faire ses preuves. Il va décider de rejoindre son père, la famille paternelle, qui était déjà à Gao. C'est ça qui va faire que Soni Ali Ber va quitter pour aller à Gao. Et il va prendre le pouvoir en 1464 pour décéder le 23 octobre 1492. Il revenait du Mossi d'une expédition. Le Mossi aujourd'hui à l'intérieur du Burkina. Ce qui n'était pas le cas au moment où je parlais. Donc il va décéder en cours de route avant d'atteindre Gao. Le Songhai a ses origines. Vous voyez Koukia ou Gungia, vous voyez Ansango, c'est des noms des villes qui ont existé dans le Kébi aujourd'hui, à la frontière vers le Sokoto aujourd'hui, le Zamfara aujourd'hui. Ce sont ces mêmes villes-là qu'on a rebaptisées. Et comme quand les gens quittent, par exemple, si vous quittez, vous partez dans un pays voisin, vous ramenez votre quartier Zongo, c'est la même chose. On a rebaptisé Kokia ou Gungia ou Kumbia, ensuite on a baptisé Ansongo, tout ça là. C'était des villes qui existaient de ce côté. Le dernier, Askia, Askia Isiak. On ne parle pas du Soni qui a quitté là-bas pour aller à Gao. Askia Isiak, quand il a été défait, une première fois, le 12 avril 1592, n'est-ce pas? Ensuite, 591, le 12 avril 1591. Ensuite, une deuxième fois, le 14 octobre 1592, toujours. La première, c'est à Tondibi. La deuxième, c'est dans un village qu'on appelle Bamba. C'est là-bas où l'armée Songhai a été défaite pour la deuxième fois, 14 octobre 1591. 1591, pas 92, 1591. Quand il sera défait, il va quitter Gao, donc la région de Gao, pour se réfugier au Kébi. C'est arrivé à Tara, le village existe jusqu'ici. C'est là où le Kanta de Kébi lui a dit non, il ne l'autorise pas à rentrer au Kébi. S'il ne sait pas que c'est la famille là-bas, pourquoi il va partir là-bas? Askia Mohamed Touré, qui a renversé le Chibarou, le fils de Soni. Je vous ai dit, Soni est décédé le 23 octobre 1492. C'est son fils qui lui a succédé. On l'appelait le Chibarou, parce que c'était la dynastie des Soni à l'époque. C'est son fils qui lui a succédé. Et ce fils-là, Chibarou, ou bien Da Manzon. Da, parce que la première dynastie, c'était des Za ou des Da. Donc, Da Manzon, c'est le fils de Soni Alibert, qu'on appelait le Chibarou. C'est la dynastie de Soni. C'est Askia Mohamed qui va le renverser le 3 mars 1493 à Angou. Le combat aura lieu à Angou, 3 mars 1493, et Chibarou sera défait. Quand il sera défait, il va rentrer, pour ce qui est aujourd'hui le Niger, dans la région de Aïrou. Il va essayer de reprendre son règne pendant à peu près 10 ans, jusqu'en 1500 où il sera définitivement battu. Ses compagnons vont se réfugier pour une partie dans l'Anzourou, l'Anzourou actuel. C'est ça, c'était ceux qui étaient avec le Chibarou, le dernier Soni. C'est eux qui se sont réfugiés dans l'Anzourou. Ensuite, vers Saya. Saya, là-bas, en allant vers Terra. Et ils vont rayonner dans toute cette zone-là à travers un point de passage qui était Goté. À l'époque, Goté était un point de passage. Donc, voilà un peu ce que c'est le Songhai.
Et le Songhai avait des attaches d'origine avec les Tianga du Kébi. Les Ki et les Nga, c'est la même chose, c'est Tianga. Nous devons être fiers de notre passé. C'est pour vous dire que les Nigériens qui m'écoutent et pour lesquels j'ai pris ce temps pour noter et reprendre notre histoire, notre passé, du paléolithique au néolithique à aujourd'hui, où en ce temps, la France là, dont ils se font les messagers n'existait même pas. Il faut écouter Cheikh Anta Diop. Le premier Cro-Magnon date de quand? De moins 20 000 ans. Le premier Cro-Magnon, c'est l'espace blanche aujourd'hui. Oui. Le premier date de moins 20 000 ans. Moi, je vous ai dit, le Niger, il y a 2,6 millions. Quand on prend le paléolithique supérieur, que le Niger, on avait trouvé des traces humaines, je ne dis pas des traces animales, des traces humaines qui ont mené des activités, qui avaient des harpons. Et quand on descend maintenant dans le néolithique, c'est encore plus florissant. Donc, on n'est pas rien. On n'est pas rien. On a un passé. Il ne faut pas que les gens se laissent influencer par des petits mesquins qui n'ont aucun passé, qui n'ont aucune gloire à retracer leur passé. Nous ne sommes pas moins que rien. Nous n'avons pas été moins que rien. Il y a des millions d'années, où il y a des dizaines de milliers d'années. Ce n'est pas aujourd'hui que quelqu'un va penser que le Niger, c'est le pays le plus pauvre. Qui t'a dit? Le Niger n'est pas le pays le plus pauvre. Oui. C'est tout. D'accord. Que les Nigériens comprennent, ils ne sont pas rien et ils doivent être solidaires. Aujourd'hui, je défie quiconque de se retirer seul, je dis, dans un coin de sa maison, qu'il s'assure même aucun de ses enfants n'est à côté, qu'il se mette à citer son grand-père 1, son grand-père 2, son grand-père 3, son grand-père 4, son grand-père 5, s'il peut faire 10, et qu'il ne trouve pas un croisement, qu'il vienne me le dire. Vous prenez de l'ouest ici, là, jusqu'à l'est. Il n'y a pas un peuple qui est sur ce territoire aujourd'hui qui n'a pas vécu il y a au moins 300 ans. Au moins 300 ans de vie commune. Sinon, c'est 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans pour certains. Comment est-ce que vous pouvez dire que vous êtes le meilleur? Le meilleur par rapport à qui? J'ai oublié les peuples ici à Djaladio. Le peuple de Djaladio vient de Massina. On les appelle les Djaladio. La première migration date de 1250. À Djaladio ici, ce n'est pas la migration récente de 1800 avec Mohamed Djaladio qui est venu. Lui-même, il est venu dans la suite de l'ancienne migration dont il a entendu parler. Mohamed Djaladio, celui qui a laissé son fils Ibrahim Mohamed Djaladio, qui était au pouvoir au moment où Montaigne, en 1891, était arrivé et avec lequel il a signé un accord de protectorat le 12 août 1891. Montaigne, dont il y avait le monument à côté du commissariat central. Aujourd'hui, la place Thomas Sankara. Il a trouvé Ibrahim Mohamed Djaladio au pouvoir. La migration Djaladio date de 1250. C'est des peuples. Les taureaux du taureau, leur migration, oui, remonte à 1300. C'est la grande migration des Dem qui ont continué, où Ousmane Danfodio, qui était à la cour de Bao Jangorzo, un prince de la cour de Bao Jangorzo, dans le Gobir, Ousmane Danfodio était un prince, parce que c'est lui qui a la maîtrise de l'écriture. Il a été formé à Agadez, Ousmane Danfodio. Donc il savait écrire et il était comme prince à la cour de Bao Jangorzo, de Serkin Gobir, de 76, je crois, à 84, si j'ai bonne mémoire. Donc, c'est pour vous dire,
il n'y a pas quelqu'un, le taureau, il s'appelle Délé, celui qui les a conduits pour qu'ils s'installent. Taureau, littéralement, il paraît, ça veut dire que c'est lui qui fait ses prières assis. Comme c'est des musulmans, donc avant, ça ne court pas sous tous les toits. Donc, on les qualifiait de ceux qui font leur prière assis. C'est ça le mot taureau. Mais sinon, c'était des gourmandiers. Les gourmandiers, les Mossi, étaient à la rive gauche du Niger. Les gourmandiers ont quitté la rive gauche vers milieu du 3e siècle, vers 250. Ils ont traversé. Les Mossi les ont suivis un peu plus tard, vers 600. Eux aussi, ils ont traversé. Sinon, avant, on appelait plus tard cette zone-là le Diamare, de la Sirba jusqu'au Diamongou. C'était les Mossi et les gourmandiers. Ensuite, les Peuls sont arrivés. La première migration, je vous ai dit, 1250, avec les Djalajo qui se sont installés à Djalajo aujourd'hui, Djalajo toujours, et la deuxième vague, les Dem, qui ont quitté un peu vers le Massina aussi, et d'autres ont quitté le Tekrou pour venir et continuer. Et c'est la même migration qui a continué pour aller vers le Gobir, vers le Katsina, qui a continué jusqu'à l'Adamawa. C'est les mêmes Dem qui ont continué jusqu'à l'Adamawa. Sur le fleuve Benoué, c'est eux qui sont là-bas. Tous les peuples que vous verrez. Donc, 800. Oui. 800 ans qu'on me dise que les gens ne se sont pas métissés. Oui. Il faut que les gens réfléchissent. Ce qu'on les pousse à faire là, c'est contre leur pays qu'ils sont en train de le faire. Ceux qui le poussent à le faire, aujourd'hui, vas-y en France prier dans la rue. Je verrai bien. Toi, tu es musulman, non, tu fais djihad. Vas-y en France prier dans la rue. Au Niger, où est la rue où tu ne peux pas t'arrêter prier à l'heure de la prière? Qui va te dire quoi? Personne. Donc, c'est du divertissement. Nous sommes un peuple ancien, avec ses valeurs, avec ses capacités religieuses. Qu'on dise aux gens, non, vous faites du djihad. Vous faites du djihad par rapport à quoi? Par rapport au Niger, 99% musulmans, vous faites du djihad? Quel djihad? Vous faites du djihad où vous volez, vous pillez, vous incendiez, parce que les Français vous ont dit d'incendier? Non. Il faut que les Nigériens comprennent. On est seul. Et le défi que j'ai dit là, chacun n'a qu'à se le répéter. S'il connaît son histoire, il n'a qu'à. S'il ne connaît pas, il n'a qu'à me dire il est de quelle branche il vient. Oui. Moi, je vais lui dire. Je vais lui retracer son parcours. On est un. Quand quelqu'un pense qu'il est supérieur à l'autre, c'est un ignorant. Oui. Il ne connaît pas son passé, il ne connaît pas son histoire. Qui qu'il soit. Et je le mets au défi. Donc, on est ensemble. Okay. On a un combat qu'on doit mener tous ensemble. Sans distinction, sans ségrégation. Il faut que les Nigériens comprennent. Ils ont une civilisation de plusieurs millions d'années, au bas mot de plusieurs milliers d'années. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les faits historiques qui le disent. En 1959, quand justement le bureau de recherche géologique et minière faisait des recherches, ils ont trouvé, ça c'est récent, hein, ils ont trouvé du cuivre pur. C'est-à-dire que nos gens avaient la technologie d'extraire du cuivre de la roche-mère. C'est une technique qui utilise le sel. Cette technique-là, les Occidentaux l'ont découverte en 1925. Je l'ai dit plusieurs fois. Tegidantesum était le fleuron de l'industrie du cuivre jusqu'à 1300. 1300, 14e siècle. Tegidantesum était le fleuron de l'industrie du cuivre. Tous ceux qui se sont retrouvés dans le sud du Nigeria, les Ibo, les Yoruba, mais ils étaient où? Ils étaient dans l'Aïr ou dans le Abzin. Ils étaient dans la région de Ingal. Les gens, ils n'ont qu'à chercher leur histoire. Ils ne sont pas tombés du ciel, ils n'ont pas traversé l'océan pour s'installer dans le sud du Nigeria. Ils ont traversé le Niger. C'est des faits historiques. C'est des faits historiques. Nous ne sommes pas rien. Il faut qu'on évite d'être divisé par des gens qui n'ont même pas connaissance de leur histoire. Je sais que parmi ceux qui le disent, qui sont en Europe, et ils sont venus même après la Deuxième Guerre mondiale, en France.
C'est eux qui jouent aux zélés aujourd'hui. Après la Deuxième Guerre mondiale, où on venait en aide même à la France. Après la Deuxième Guerre mondiale, 1944, à Filengue, on a collecté du miel, farine de maïs, farine de mil, tissage. Lisez les mémoires de Kazende, ou bien approchez-vous du professeur Fermont, il va vous dire les villes françaises que les villes nigériennes ont parrainées après la Deuxième Guerre mondiale. On va nous traiter de mendiants, nous qui avons parrainé en 1940 et quelques, des villes françaises auxquelles on a amené l'assistance alimentaire. C'est des faits historiques qui sont là. Personne ne peut les camoufler. Vous avez beau les camoufler, on lit et on découvre et on vous dit. Le Niger n'est pas rien. Monsieur le Président, on va poursuivre cette grande interview. Vous avez souvent évoqué la guerre de communication menée contre le Niger, ses institutions et ses autorités politiques depuis l'avènement du CNSP au pouvoir et le choix patriotique des Nigériens d'assumer leur souveraineté. Qu'en est-il à ce jour, sachant que nous avons observé une relative accalmie sur les réseaux sociaux à la suite de votre tournée historique qui a véritablement désarçonné même les plus farouches opposants de la refondation? Face aux faits, rien ne résiste. C'est ce qui donne cette impression d'accalmie sur les réseaux sociaux. J'ai dit, nous avions fait 4083 kilomètres. Aucun incident. Mais sortez pour dire maintenant, après ça, que le Niger, ça ne va pas. Ouais. Nous avons roulé de jour comme de nuit, minuit, 1h30. Ce que aucun régime n'a fait. Je concède que les gens ont eu à tourner, mais aucun régime n'a roulé dans les villes, et les villes les plus rouges à minuit, 1h, 1h30. Nous avions fait ça. Nous avions démontré que c'est vrai, les défis sont là, mais il y a de l'accalmie. Le retour vers la paix est une réalité. Ce n'est pas une impression ou un sentiment. Non, c'est une réalité. Mais les défis restent toujours farouches. Nous ne sommes pas naïfs. Les défis restent toujours farouches. Parce que ceux pour qui on a cloué la partie dont vous avez cité, mais ne vont rater aucune occasion pour nous infliger des dommages. Ils ne vont jamais cesser. Donc, c'est une impression, mais nous restons vigilants. C'est ce que je peux répondre par rapport à ça. C'est une impression, mais nous restons vigilants. C'est une réalité, c'est vrai. Nous avions parcouru toutes les contrées, mais nous restons vigilants, sans aucun incident. Et à toutes les heures, on ne s'est pas déplacé seulement 2 jours, ou pour que les gens puissent dire « Ah non, non, voilà, on a fait des déplacements ». J'ai dit à Tileberi, quand on revenait de Terra, c'est vers 22h qu'on était rentré. Pour Tawa, on était rentré vers minuit. Pour Zender, vers 1h30. Monsieur le Président, lors de votre tournée nationale, vous avez appelé et encouragé les opérateurs économiques à créer des banques et des unités industrielles pour transformer les produits locaux. Ont-ils réagi positivement? Aussi, peut-on avoir une idée de ce que l'État fait de son côté dans ce sens, en termes de mesures initiatives, incitatives et de partenaires stratégiques notamment? Enfin, pouvons-nous avoir une idée précise des entreprises créées depuis l'avènement du CNSP, ainsi que les montants des exonérations consenties par l'État? Ok, merci. Je l'avais dit, nous sommes pragmatiques et nous comptons sur nous-mêmes pour initier toute action de développement. Je crois qu'il y a des faits qui sont là pour le prouver. Et depuis que nous sommes arrivés, nous totalisons 92 unités industrielles qui ont été agréées. 92. Je ne dis pas qu'elles sont toutes opérationnelles, puisque je suis conscient des défis auxquels les opérateurs économiques font face. Et c'est ça le motif de mon appel. S'il n'y a pas que Maradi, un peu partout, j'ai rappelé aux opérateurs économiques leur devoir de créer l'emploi.
on ne peut pas être opérateur économique et ne faire que du commerce import-export. Import-export. Il n'y a pas d'emploi. Le seul emploi quand vous importez, c'est les dockers qui déchargent ou chargent les camions. Mais quelle plus-value? Alors que le même produit qu'on importe, si on crée une petite unité industrielle, c'est de l'emploi que ça va offrir. Et c'est pourquoi chaque fois j'appelle les Nigériens. Il y a une politique favorable, le code d'investissement, que nous avions décidé pour permettre justement aux opérateurs économiques de créer l'emploi à travers un tissu industriel. Ce n'est pas les opportunités qui manquent. Oui. Donc, c'est pourquoi j'appelle chaque fois, dans les principales villes, les opérateurs économiques à aller dans ce sens. Nous avons pu agréer 92, c'est vérifiable auprès de l'Agence nationale pour la promotion des investissements privés stratégiques. La seule année 2025, nous avons agréé 64 unités industrielles. De ces 64-là, il y a une dizaine qui sont déjà opérationnelles. Oui, une dizaine. Une dizaine. Il y a 7 qui étaient à la phase d'exécution de 52 à 80%. Et maintenant, il y a 7 autres qui étaient à la phase 52% vers 1 ou 2 ou 3% ou 10%. Oui. Donc, ça fait 24 unités industrielles des 64 qui ont soit fini totalement à 100 ou plus de 100%. Il y a 7 qui sont de 52 à 80% et il y a 7 qui sont de 52 moins. Pour ces unités, elles ont généré des investissements de près de 787 milliards. Et pour ça, dans le cadre du code d'investissement, l'État a abandonné 140 milliards au profit de ces unités industrielles-là, les 24 là. C'est énorme. 140 milliards en termes d'impôts, en termes de taxes. C'est ce que l'État a consenti comme sacrifice pour accompagner. Parce que nous savons qu'en les accompagnant, c'est de l'emploi qu'elles vont créer. Et justement, elles ont créé à date dans les 4400 et quelques emplois. C'est pas rien. Et c'est pas rien. Et j'invite encore ceux qui n'ont pas commencé, de commencer. Ceux qui ont eu l'agrément, parce que je vous ai dit, depuis le 26 juillet, c'est 92. Rien que pour l'année 25, c'est 64. Donc, faites la différence. Il n'y a que 24 qui ont démarré ou qui ont fini à 100. Il y en a qui ont fini à 150% parce que l'investissement initial a été dépassé. Donc, ce qui fait qu'elles ont investi plus que prévu. 787 milliards, je crois. L'État a consenti 140 milliards, un peu moins de 139 milliards, 600 et quelques mille. Donc moi j'arrondis à 140 milliards pour permettre aux gens aussi de suivre. Donc voilà l'effort que l'État a fait. Et voilà l'effort que les opérateurs économiques doivent faire parce que l'État est prêt à les accompagner. Parce que ce faisant, non seulement nous transformons nos productions pour assurer notre autosuffisance alimentaire ou dans tout autre domaine et nous donnons de l'emploi à une jeunesse qui est à plus de 70% et qui ne fait que demander l'emploi, même si on arrive à lui proposer des emplois dans d'autres domaines. Nous invitons, et je leur ai dit à Maradi, quand ils ont parlé du taux d'intérêt, je leur ai dit, mais vous ne pouvez pas me parler du taux d'intérêt. Vous êtes là. Vous êtes des opérateurs économiques. Qu'est-ce qui vous empêche de vous mettre ensemble pour créer une banque privée au Niger? Si vous créez votre banque privée au Niger et que vous dites le taux d'intérêt c'est 1%, qui va venir pour dire non, l'UEMOA refuse de vous reconnaître ou l'UEMOA refuse de vous reconnaître parce que vous faites 1%. Alors qu'on voit les autres, eux, en Occident, c'est des taux de 0, et quelques %, 1%.
Vous êtes étudiant, on vous donne un crédit. Aujourd'hui, un étudiant n'a qu'à aller demander un crédit, on verra bien quelle banque va lui donner. Donc, je leur ai dit, organisez-vous, créez des banques privées où vous pouvez vous-même donner des crédits à doter d'intérêts que vous jugez acceptables. Donc, pourquoi vous soumettre à 14% crédit, taux d'intérêt, 14%. Je parle en connaissance de cause. Taux d'intérêt, 14%. Et si les Nigériens créent des banques, ils peuvent faire des taux d'intérêt à 1, 2, 3 ou 4%. Et qui va leur dire pourquoi? Donc, quand quelque chose t'appartient là, ça t'appartient. Quelqu'un ne peut pas te dire, ah, tu ne dois pas faire ceci, fais cela. C'est ça que les opérateurs nigériens doivent comprendre. Leurs banques, c'est les banques qu'ils vont créer au profit des Nigériens pour alléger les intérêts que certaines banques tirent, intérêts exagérés. C'est ça que je dis. Donc, nous faisons d'efforts. Il y a de bonnes perspectives. Cependant, sous votre magistère, la Société nigérienne des produits pétroliers SONIDEP est devenue actrice à l'amont pétrolier. À quand le premier baril made in Niger? Ce que les Nigériens attendent. Oui, le premier baril nigérien, c'est les ressources financières. Aujourd'hui, ce que je viens de dire, si des opérateurs économiques nigériens se mettent ensemble pour accompagner la SONIDEP, il y a des réserves avérées. Bilma, il y a des réserves, plusieurs centaines de millions de barils, ne serait-ce qu'à l'estimation la plus basse. Il y a le bloc numéro 5, il y a le bloc numéro 6, il y a le bloc numéro 7. Tous ont des réserves importantes. Imaginez que des Nigériens, comme je l'ai dit, s'organisent et s'entendent avec la SONIDEP, oui, bien sûr, en reconnaissant les intérêts de chaque actionnaire. Mais le premier baril va sortir en 2026. 2026. Mais si les gens arrivent à s'organiser, oui, il va sortir en 2026. Mais c'est le financement, maintenant. C'est le financement qui pose problème. Sinon, ce n'est pas les réserves qui manquent, ce n'est pas l'acte qui est inexistant. Nous avons fait ce choix-là parce que nous avons compris qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Nous avons expérimenté toutes les options et nous avons vu les limites. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire de chaque option. De l'uranium jusqu'au pétrole dont on parle. Nous avons vu les limites objectives. Donc, le premier baril est lié à la capacité de mobilisation par la SONIDEP des acteurs économiques qui vont financer les travaux, puisqu'on ne parle plus de prospection, et c'est déjà prouvé, il y a des réserves importantes, donc les travaux de production, d'exploitation. S'agissant de l'uranium, on a vu des images de camions, puis des informations selon lesquelles de l'uranate aurait été vendu par le Niger à la Russie. Qu'en est-il exactement, Monsieur le Président? Bon, je ne sais pas, moi je n'ai pas vu les images. L'uranium appartient au Niger. Je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Que ceux qui s'agitent continuent à s'agiter, mais nous avons choisi notre voie. Je vous ferai un peu l'historique de l'uranium au Niger. L'uranium au Niger a été découvert déjà en 1959, lors des grands travaux de prospection dont j'ai parlé, au cours desquels on a découvert du cuivre pur à Tegdantesm. C'est pendant cette période qu'on a découvert accidentellement l'uranium vers Azelik et vers Madawaïla. Un peu plus tard, Somaïr, voilà, et voilà Kominak. Donc, c'est pendant cette période, 1959, le 24 avril 1961, déjà, ils ont signé un décret là-bas chez eux pour dire que la République du Niger et des autres républiques que je n'aimerais pas citer pour des raisons personnelles acceptent et facilitent aux forces armées françaises
le stockage des matières premières et des produits stratégiques. 1961, le 24 avril. Dans l'intérêt de la défense, ils peuvent être amenés à limiter ou à interdire l'exportation. L'intérêt de la défense, pas de ces pays-là, pas du Niger. Oui. Dans l'intérêt de la défense française, le Niger va être amené à limiter l'exportation de ses ressources et de ses produits stratégiques. Ou interdire carrément. En 1967, il faut voir les échanges entre Diori Hamani et Jacques Foccart ou quelque chose comme ça. Jacques Foccart. Le 13 novembre 1967, Diori Hamani le suppliait de ne pas accepter que les responsables du commissariat à l'énergie atomique mettent en œuvre les conditions de pillage. Bon, il n'a pas dit pillage parce qu'il ne pouvait pas le dire, c'est moi qui dis le pillage. Les conditions de pillage de notre uranium. 2 jours plus tard, Jacques Foccart a répondu au président de la République, Diori Hamani, le 15 novembre 1967. Monsieur le Président, bon, même ça, est-ce que ce n'est pas entre griffes? Oui. Monsieur le Président, estimez-vous heureux que le commissariat à l'énergie atomique exploite votre uranium? Soyez reconnaissant envers les responsables du commissariat à l'énergie atomique, soyez reconnaissant envers les autorités françaises et remerciez le ciel pour cette grâce qu'il vous a donnée. Ça, ce sont des écrits qui sont là, qui sont vérifiables. Oui, il y a des mémoires. Diori Hamani a compris que ça ne va pas. Il ne s'est pas découragé. Il a écrit en novembre, le 20 novembre 1968 à De Gaulle pour lui faire part de ce que le commissariat à l'énergie atomique veut faire. Parce que dans le contrat, qu'est-ce qu'ils disent? Que le Niger ne va pas prélever de taxes. Il y avait une taxe qu'on appelait taxe spécifique sur les carburants. Le Niger ne va pas prendre ça. Le Niger va exonérer la CEA, donc la Somaïr. Le Niger va accepter de perdre 50% de taxes sur le bénéfice commercial et industriel. 50%. Oui. Le Niger va donner à titre honoré 100 000 actions à la CEA pour compenser les dépenses. Oui. Mieux, le Niger va exonérer à hauteur de 13% toutes les autres sociétés filiales qui travaillent avec la Somaïr. Et à l'époque, ça faisait une perte sèche de 1 milliard de francs CFA au Niger. 500 millions pour les 100 000 actions, 500 millions TCA. Ce qui fait 1 milliard. À l'époque, Diori Hamani ne s'est pas découragé, donc il a écrit à De Gaulle. Malheureusement, De Gaulle, qui a abordé dans le même sens que lui, apparemment n'a pas pu faire bouger les lignes, parce que le lobby est plus fort que De Gaulle. Ouais. Il faut se dire les vérités. L'un de l'autre, ça n'a servi à rien. Et quelques temps après, en 1968, il y a eu le référendum anticipé, où De Gaulle a été remercié et Georges Pompidou a pris le relais. Diori ne s'est pas fatigué, il a écrit encore à Pompidou. Pompidou lui a dit qu'on va corriger ces anomalies.